Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux, compte tenu des circonstances. Donc, nous recevons ce soir Tassadit Imache pour son ouvrage « Fini d'écrire », point d'exclamation, paru aux éditions Hors d'atteinte. Alors, votre dernier passage à l'ACB date de 2018, relativement récent, pour la parution de votre roman « Les cœurs lents », le 6e. Le premier datant de 1989, « Une fille sans histoire », avec lequel d'ailleurs vous inauguriez les soirées littéraires, les guillemets. Donc, voilà, donc je pense qu'on peut dire qu'on pourrait dire que l'ACB et vous, c'est un long et lent compagnonnage. Pour qui ne vous connaît pas ou mal, je dirais alors très succinctement que votre univers, et notamment celui de l'enfance dans une famille mixte, franco-algérienne, dans les années 50-60, un univers nourri de votre propre histoire. C'est aussi celui des jeunes dans les cités de banlieue confrontés au problème de l'exclusion et de l'identité. Je dis très succinctement, parce qu'on peut compléter. Oui, c'est pas comme ça que je définirais mon univers ni mon écriture. Voilà, donc mais très bien. tout à fait une approche possible. Voilà. Alors, à propos de votre style, Christiane Chollet-Achour parle d'un style tout en retenue et en échappée d'histoires enfouies. Et Areski Metref, dans un entretien pour le Soir d'Algérie en 2010, vous décrivez ainsi: Tassadit Imache ne cesse depuis plus de 25 ans d'interroger ce qu'il y a d'humaniste dans sa double appartenance. Je trouve que c'est une définition intéressante parce qu'elle met en lumière l'universalité de votre écriture. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette ou modifier cette présentation que je viens de faire? Non, non, je ne veux pas modifier. Non, d'accord. L'essai, c'est un essai, hein, fini d'écrire. Point d'exclamation. Fini d'écrire, donc c'est un essai en deux parties. La première est la reprise d'un texte paru en 2001 dans la revue Esprit, intitulé « Écrire tranquille », point d'interrogation, auquel fait suite une seconde partie, achevée en septembre 2019, entre les deux, 20 ans d'écart. On reviendra là-dessus. Cette première partie est une suite d'interrogations, de réflexions sur l'activité d'écrivain et sa réception par le lecteur, sur les rapports entre littérature, identité, politique, sur la liberté de l'écrivain, voilà, entre autres réflexions que nous approfondirons tout à l'heure. Des interrogations parsemées de bribes de l'enfance. La seconde partie poursuit cette réflexion, mais avec cette fois en premier plan la présence très forte de votre mère, celle sans qui, dites-vous, il n'y aurait pas d'écriture. Histoire personnelle donc et histoire collective qui se confondent. Dans cette seconde partie, les souvenirs d'enfance se font plus précis, remontent à la mémoire, se font plus intenses, plus développées. Alors les questions, je voudrais vous poser, qui vont refléter peut-être celles que vous-même souhaiteriez poser. Comment passe-t-on justement d'écriture tranquille, de cette interrogation quasi ontologique de l'écrivain, à finir d'écrire, qui semble prendre là l'allure d'une décision rédhibitoire? Et à ce propos, est-ce qu'on peut définir ce que vous entendez par écrire tranquille? Alors, déjà, ce que je voudrais préciser, c'est effectivement la première partie de ce livre, c'était important pour moi qu'elle puisse être publiée. Donc, elle a été publiée dans la revue Esprit en décembre 2001. C'est un texte que j'ai été amenée à écrire suite à la parution et à la réception du seul de mes romans, enfin, ça devait être le troisième ou le quatrième, presque un frère, que j'avais situé, c'était le seul roman que j'avais situé dans un quartier populaire de banlieue, avec une écriture très particulière, assez proche du théâtre,
avec une écriture, avec des personnages qui s'exprimaient à tour de rôle. J'ai en fait vraiment pris de plein fouet à cette époque tous ces débats que je connaissais déjà, parce que j'avais déjà été interpellée, toutes sur des questions de société, donc dans ces années-là déjà le foulard, l'islam, les jeunes de banlieue, voilà, les quartiers populaires, et la banlieue déjà bien stigmatisée. Et j'avais été à la fois très étonnée, enfin j'avais eu des lectures et des réactions où il me semblait j'avais été déjà amenée à le dire, on confondait les enjeux de la littérature et ceux de la communication politique, et que je n'écrivais pas sur la banlieue, que j'avais des personnages, un univers, et d'ailleurs ce roman est beaucoup plus un roman d'atmosphère que en aucun cas il s'agit d'un livre ni sociologique ni politique, mais effectivement j'ai eu des échanges avec des lecteurs lors de rencontres dans des bibliothèques ou dans des librairies, et puis aussi certaines critiques qu'il y a eu autour de ce livre. Donc je me suis posée et j'ai réfléchi à mon parcours particulier d'écrivaine française, dont le nom renvoyait immédiatement, pas seulement le nom, mais aussi le fait d'avoir eu une enfance en banlieue, d'avoir grandi dans un quartier populaire, renvoyait immédiatement à une histoire collective, une histoire passée, et aussi à des thématiques d'actualité très sensibles politiquement, et donc de plus en plus. Et donc je disais, voilà, je me reposais la question du fait que j'avais écrit, je pensais pouvoir écrire tranquille, que c'était un espace où je serais totalement libre et presque dégagée des mouvements du monde et des questions du monde et de la société. Et en fait, c'est par mes personnages et par mon écriture que j'étais interpellée, quand bien même je ne parlais pas de feux de banlieue, de voitures qui brûlent ou de foulards. Ce qui ne veut pas dire que ces questions-là n'aient pas traversé tous mes livres, mais c'est vraiment pas... chaque livre est différent, avec des intrigues particulières et des personnages. On peut peut-être repérer une espèce de généalogie de mes personnages qui ont tous peut-être en commun de lutter justement contre l'emprise de l'histoire passée, mais ça peut être l'enfance, ça peut être l'histoire familiale, et puis c'est aussi lutter contre l'emprise de certains lieux, surtout quand ces lieux, on vous y assigne, et on vous catégorise, et voilà. Et moi, mes personnages, ils se débattent tous dans comment être soi, comment partir de la maison, enfin je veux dire, des enjeux existentiels communs à tous les hommes, il n'y a pas besoin d'être en banlieue ou dans un quartier. Donc comment et comment faire aussi, voilà, avec peut-être en tout cas des enjeux existentiels un peu plus forts et décisifs, parce que effectivement, quand vous grandissez dans un certain milieu social et dans un environnement urbain où s'en sortir, c'est déjà, ça implique de sortir du quartier, ça implique de peut-être, on vous demande de rompre avec des attachements, est-ce qu'on peut avancer? Voilà, tous mes personnages ont en commun est-ce qu'on peut s'inventer, est-ce qu'on peut faire sans mémoire, et puis à la fois, voilà, j'ai envie de dire des problèmes humain, c'est-à-dire comment aimer, comment être aimé, voilà, vivre. C'est une longue réponse, d'ailleurs je ne sais pas si c'est une réponse tellement à votre question. Ah si, c'est-à-dire on va la compléter justement par vous passer à finir d'écrire 20 ans entre ces deux textes. Le facteur temps est très très important dans votre œuvre. Vous faites une sorte d'apologie de la lenteur. Quel est le rôle du facteur temps dans votre œuvre ? En fait, pour parler avec simplicité, j'ai toujours été aussi... je ne suis pas le genre d'écrivain qui a vécu à l'écart
des autres. Et voilà, en plus, j'avais un travail social, enfin, protection de l'enfance. Donc, et j'ai été quand même, me suis sentie pleinement concernée par toutes ces questions-là qui nous agitent, parce que pour moi, mais aussi pour j'ai envie de dire, mes enfants, les jeunes aussi, avec lesquels dont je m'occupais. Voilà, j'ai travaillé longtemps en Seine-Saint-Denis pendant plus de 10 ans. Et donc écrire, de toute façon, c'est toujours été vital pour moi, mais c'est toujours quelque chose qu'il a fallu. Voilà, il y avait des empêchements, des contraintes, et voilà. Et je pense aussi que ça nourrit forcément différemment l'écriture. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit dans le confort, dans un confort de vie, mais je ne m'en plains pas non plus. Et en plus, j'ai besoin aussi que les mots soient les plus ajustés, les plus justes. Et donc, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin voilà, donc... Et excusez-moi, et pour répondre à votre question sur fini d'écrire, oui. Donc j'expliquais que la première partie du livre, c'est donc ce texte où j'interroge à nouveau le fait que je suis perpétuellement sommée de définir mon identité, et aussi comment mon matériau amène des interpellations, des questions, et que justement, moi qui pensais écrire tranquille, j'écris pas tranquille du tout. Moi, j'écris pas tranquillement. J'ai, ces dernières années, ce que raconte le livre, donc je saurais que je situe ça autour de 2012, on a aussi toutes ces... Donc moi, je suis une fille d'immigrés, pas seulement, hein, ma mère est française, mais mon père algérien. Et en plus, j'ai travaillé aussi en contact avec des familles immigrées, d'immigration. Je connais. D'ailleurs, l'Algérie que je connais le mieux, finalement, c'est l'Algérie de l'immigration que j'ai connue dans l'immigration. Et voilà. Alors ça, c'est... J'ai ouvert des tas de parenthèses, donc j'ai oublié le fil, mais... Finir d'écrire. C'est rédhibitoire, hein, ce titre. Oui, et donc, je trouve que ces dernières années, ça a été très difficile pour nous. Alors, il faudrait définir ce nous, mais je l'ai dit dernièrement dans un entretien. Je trouve qu'on en a pris plein la figure, j'ai envie de dire nous, les Français issus de cette histoire de l'immigration, des descendants de migrants. Et j'ai l'impression d'avoir été tout le temps sur tous les fronts. Et à la fois d'être prise dans ces préoccupations, cette inquiétude de l'évolution de notre société et du pays aussi, hein, puisqu'on nous a répété, et surtout moi je pensais aux jeunes qui entendaient ça, parce que moi je me disais, je suis adulte, plus qu'adulte, hein, j'ai 60 ans, et comment j'ai vécu ça avec vraiment beaucoup de souffrance et de colère. Et donc je m'imaginais des adolescents qui entendaient, à qui on disait « Nous avons subi vos parents et vos grands-parents hein, », parce que les discours c'était ça. Hein, on va choisir parce que assez d'immigration subie. Hein, et quand on pense aux travaux de nos parents, de nos gros-parents, comment on a construit, on a participé de cette société, et comment je pense à mon père qui a travaillé, qui a été ouvrier toute sa vie, et qui n'a pas touché son premier trimestre de retraite, qui est mort avant de toucher son premier trimestre de retraite. Tout ce qu'on a entendu, tous les mots et les images extrêmement dégradantes, qui renvoyaient voilà, que toutes ces vies n'avaient eu aucune valeur, et on les avait subies, le pays les a subies. Il y a eu ça par rapport à Fini d'écrire, et puis il y a eu, qui a été pour moi je pensais peut-être que je pouvais être à l'abri dans cet espace-là de la littérature, voilà, avec aussi, je dois dire que j'ai été soutenue pendant très longtemps dans tous mes romans. J'ai eu une éditrice vraiment formidable chez Actes Sud qui m'a toujours soutenue, et voilà, j'ai une lecture rétrospective de mon travail en 2012, donc dans un contexte politique quand même particulier, tendu, et on me dit, écoute, tous tes livres reflètent le corps social, le pays, malade de son histoire migratoire,
et coloniale. Et tu nous en réitères de livre en livre, voilà, tous tes personnages. Alors déjà, c'est à dire de dire que d'avoir cette lecture que je trouvais extrêmement restreinte en fait de mon travail, hein, de parti pris. Et on me dit, alors si, voilà, il y a cette de livre en livre, tu nous réitères de toutes les façons possibles, cela, mais je ne vois pas que tu nous en désignes d'issue. Oui. Voilà. Et ça, c'est une phrase qui, alors, dans le contexte hein, que je raconte, que nous avons tous vécu aussi, hein, de l'état des lieux, de notre histoire, et je dis notre histoire en tant que française, c'est une phrase qui m'a extrêmement marquée, et j'ai cessé d'écrire. Hein, et avec aussi autour de moi des gens qui me disaient mais alors tu te tais, tu obtempères, et voilà. Et non seulement j'ai vraiment été traversée de doutes importants. Ma mère est morte, voilà, quelques années, mais pas très longtemps, et ça m'a renvoyée à l'origine en fait de mon écriture, sur pourquoi j'avais pensé pouvoir écrire tranquille, mais pourquoi j'ai écrit un jour, comment j'avais refoulé aussi une phrase très enfin une petite lettre que ma mère m'avait envoyée quand j'ai quitté la maison pour continuer mes études loin de la maison. Et ma mère m'a écrit, elle était très fière en fait que j'écrive, et elle a toujours cru, parce que nos parents c'était ça aussi, je ne suis pas sûre d'être aussi bons parents que ma mère et que mon père, parce qu'eux ils avaient vraiment foi en nous. Je me demandais, et après je me suis demandé comment ils ont fait pour avoir tellement confiance et tellement foi en nous avec ce qu'ils vivaient et ce qui se prenait en plein la gueule, hein, voilà, et ce qu'ils vivaient durement au quotidien. Et quand j'ai dit à ma mère à 10 ans je veux être écrivain, je serai écrivain, ma mère m'a cru. Elle m'a cru. Voilà. Ça c'est un voilà. Ça c'était un cadeau absolument extraordinaire. Et elle m'a écrit une lettre et elle m'a dit écris, toi tu pourras exprimer tout, tu pourras exprimer ce qui m'a étouffée toute ma vie, toute ma jeunesse et toute ma vie de femme. Et à l'époque, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît que ma mère, parce que je lui dis pas, mais je pense non, c'est pas pour toi que j'écris et c'est pas pour ça. C'est pas ça la littérature, comme on peut être à cet âge-là. C'est pas ça la littérature. Ah ben, je pense que oui, cette phrase aussi, elle m'est revenue à sa disparition. Et donc je remue ça et je creuse ça et je me dis si un jour je réécris, c'est que ça sera peut-être grâce à elle. Voilà. Alors ben justement, voilà pourquoi écrire et pourquoi continuer à écrire. C'est une question que vous posez dans cet essai. Et accessoirement pour qui ? Pour qui on écrit. Écrire, oui. On ne sait pas, moi je crois que même on se trompe, enfin ça pour les miens très certainement. C'est-à-dire que quand je dis les miens, je ne sais pas. J'ai ouvert un livre un jour et il s'est passé quelque chose. Et mais sans doute aussi, c'est certain, hein, aujourd'hui, là, à mon âge, pour mon père, pour ma mère, très certainement. Mais pour les autres aussi. C'est-à-dire que moi, j'écris pour être lu, hein. J'écris pas pour moi, j'écris pour être lu. Oui. Justement, à ce propos, je vous propose de vous lire un fragment. Mon père est mort sans avoir appris à lire et à écrire. Il signait son nom quand il le fallait, en lettres tremblées, tout en minuscules. Je ne le reconnais pas dans cette signature. Il n'y est pas. On m'a demandé, lors d'une rencontre organisée pour la sortie d'un de mes livres à l'Association de culture berbère, rue des Maronites, à Ménilmontant, quel est ce lien prégnant qui semble unir à leur père les filles qui écrivent ? Je n'ai pas pu répondre.
Ai-je écrit pour avoir ma langue à moi ou pour inscrire son nom? Voilà. Je crois que c'est pour les deux en fait. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est imposé hein, de parler de l'ACB rue des Maronites, parce que j'aime dans mes livres intégrer des fragments. Et une adresse, pour moi, c'est chargé. Bon, d'abord, il y a ce que vous avez rappelé au début, c'est-à-dire que moi, je suis venue ici très tôt. Au premier livre, je suis venue pour une fille sans histoire. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi c'est venu sous ta plume, si on peut dire? Et c'est aussi parce que je crois qu'Association Culture Berbère, et bien évidemment, c'est ce qui me relie à mon père. Hein, moi, je veux dire, mon père, je n'ai pas appris la langue de mon père. C'est plutôt les mères à la maison, sur cette génération-là, qui transmettaient la langue. Et surtout, mon père avait donc une langue qui ne s'écrivait pas. Mais il n'a pas fait partie aussi des quelques... Ils n'étaient pas nombreux, hein, qui allaient à l'école française et qui avaient appris à écrire le français. Oui. Et je me dis, ici, dans ce lieu, par rapport à la culture et par rapport à la langue, je sais que si c'est venu sous la plume, c'est parce qu'ici aussi, ça insiste. Il y a quelque chose qui insiste et qui, voilà, hein, par rapport à la langue et par rapport à la culture et par rapport à la mémoire. Et inscrire le nom de mon père, c'est la mémoire de mon père, c'est la mémoire de ceux qui ne sont pas dans la littérature française, en tout cas actuelle. Bien sûr que c'est grâce aux écrivains, quand je suis ado, je lis Kateb Yassine, Mohamed Dib, Feraoun, Amrouche, je les lis tous parce que je cherche, je comprends, je découvre, c'est terrifiant, mais je découvre que mon père a un pays, une culture, des écrivains, des paysages, et voilà, et d'un seul coup... c'est pas seulement l'ouvrier qui parle le matin avec sa gamelle, mais heureusement qu'il a eu ce courage-là de partir tous les matins avec sa gamelle. Hein. Et vous abordez aussi alors un sujet central, c'est celui de la liberté de l'écrivain. On en a un petit peu parlé. Donc, comme vous nous le disiez, né en banlieue parisienne, Argenteuil. Et s'il y a une chose qui vous agace, c'est bien ce préjugé qui, en fonction de votre provenance, de votre passé, de votre histoire, vous assigne une fonction, comme un devoir. Alors, comment échapper à cette assignation, à cet enfermement? C'est pas seulement forcément, une assignation, c'est aussi... j'ai découvert, je ne suis pas la seule, hein, je l'ai peut-être déjà raconté ici, mais je le raconte à nouveau. J'avais assisté à... Il y a un écrivain qui s'appelle Malika Wagner, qui a grandi en banlieue et qui a vraiment son univers à elle. Chacun a son univers, son écriture, on n'est pas interchangeables. Et Malika, quand elle a l'un de ses romans, je me souviens qu'elle m'avait dit, mais tu verras ce roman, c'est comme si elle allait échapper. Elle dit, il n'y a que l'héroïne qui porte un prénom, elle a un prénom maghrébin, elle s'appelle Sora, je crois, c'est son héroïne. Mais tout son livre ne se passe pas en banlieue, n'a rien à voir avec la banlieue, rien à voir avec l'immigration, voilà. Et donc, à l'occasion de ce livre, il y a un café parisien, comme on dit, voilà, avec des gens qui sont là. Et en fait, on n'a même pas le temps de parler de son livre, personne n'a lu son livre, mais il y a déjà des gens qui s'expriment, et surtout on dit, mais la banlieue, mais est-ce qu'on a besoin que la littérature s'occupe de la banlieue? Laissez les sociologues et les journalistes en parler, le font très bien. Voilà. Bon, on sait aussi qu'il y avait ce qui est roman noir, là ça passe hein, pour la banlieue. Alors c'est à la fois ne pas être, enfin moi c'est-à-dire le souci c'est d'avoir tout le temps, ça suffit pas de dire qu'on a grandi en banlieue et que ça définit pas un genre déjà littéraire. Et puis par contre voilà, je constate, après pas mal de livres et du temps passé, et je ne suis pas la seule hein, à vivre ça, qu'il y a une difficulté alors pour qui? Pour la presse, pour, je sais pas, pour les
bibliothèques, encore aujourd'hui, on m'a signalé que mes livres ne sont pas rangés en littérature française. Ils sont rangés en littérature étrangère, alors que je ne suis pas la seule non plus, que je suis née en France et que j'écris en français et je n'ai pas d'autres langues, c'est ma langue maternelle. Voilà, et je ne sais pas si je réponds à la question. Si. De toute façon, bon, on continue. La banlieue, justement, bon, on y est, hein, on en parle, c'est le lieu de naissance. Et alors, j'ai beaucoup aimé cette formule que vous reprenez, cette formule des vieux maghrébins, dites-vous, le sol sur lequel votre tête est tombée, pour dire l'origine. C'est très, très beau, cette formule. Moi, je ne dois pas bien le prononcer, hein, parce que j'ai passé le certificat d'arabe dialectal, mais je n'ai obtenu que la mention passable, et je n'ai jamais parlé, en fait. Mais je regrette, parce que c'est une belle langue aussi. Oui. Et lorsque vous décrivez cette banlieue, alors je relève deux pôles qui peuvent paraître comme ça opposés. Lieu emblématique du vide, du froid, du sale, du pire. Puis ensuite, vous dites aussi... Ça, c'est pas moi qui le définis comme ça. Ah bon, non, c'est pas vous. Je dis que, effectivement, c'est présenté. Oui, c'est présenté. De Lille à c'est présenté, d'accord. C'est le lieu emblématique. C'est présenté, oui, d'accord. Pour moi, c'est pas le lieu emblématique de ça, mais c'est pas un lieu... Et c'est, pardon, donc je termine, et c'est vous, en revanche, vous dites que votre sensibilité d'écrivain particulier y a germé dans cette banlieue. Donc il y a ces deux pôles-là, tels que c'est vu, sale, etc. Puis vous, cette richesse, comment vous la situez, cette banlieue, entre ces deux pôles? Déjà, il n'y a pas une seule banlieue, il y a des banlieues. Et puis surtout, pour moi, c'est un territoire, il y a le territoire de mon enfance, et donc qui est... où chacun il y a une histoire différente. Mais par exemple, je ne vous cache pas que normalement, je vais être invitée, il y a des jeunes libraires qui s'installent à Nanterre. Alors moi, j'ai grandi à Nanterre. Nanterre, c'était une terre d'immigration algérienne importante. Et donc, oui, j'ai une espèce de palpitation. Je suis très émue et je suis impatiente d'aller dans une librairie à Nanterre. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Très bien. Alors ça, vous m'avez un peu devancé tout à l'heure, quand on parle de la confrontation de l'écrivain à ses lecteurs, puisque nous avons parlé de ce choc « tu ne nous désignes pas d'issue », qui résonne douloureusement en vous, et du reste dans la seconde partie de votre texte, qui revient de façon presque obsessionnelle. Bon, c'est pas la seule chose que l'on vous ait dite, il y en a d'autres. Par exemple, le lecteur suspicieux qui vous renvoie aux origines. Vous êtes né ici? N'avez-vous jamais songé à prendre un pseudonyme? Etc., etc. Donc, ce regard du lecteur... on en a un petit peu parlé, mais bon, quel impact de ce regard sur notre écriture? Est-ce qu'il engendre le fait d'écrire aussi? Ce que je raconte aussi, c'est que tout ça, c'est quand même derrière moi. Hein. C'est-à-dire qu'en 2001, effectivement, je me confronte à ça, je l'examine et surtout, j'en conclus quand même rapidement que la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à écrire, à travailler, à construire son univers. J'ai envie de dire, moi, je pousse des personnages et j'inscris des personnages dans cette littérature française. Et certains paysages, qui sont des paysages urbains aussi, qui sont pas toujours effectivement gays, mais moi, j'ai pas une écriture... c'est vrai que le fait qu'on me renvoie que finalement j'ai un univers assez pessimiste, il y a aussi des lecteurs qui l'ont lu tout à fait différemment, parce que... et qui se sont reconnus, qui, même s'ils n'ont pas d'histoire en lien avec l'Algérie ou avec la banlieue, humainement, ils se sont parfaitement identifiés à la mère, au personnage de la mère, Hélène, de Presque un frère, ou à Bianca, d'Eckerland, voilà, avec... donc, il y a... Le lecteur est libre aussi. Le lecteur est libre. En fait, ce
si vous voulez, c'est pas seulement par rapport au lecteur, c'est-à-dire que c'est comment votre écriture est aussi infiltrée par le monde dans lequel on vit, est-ce que vous entendez, est-ce que vous entendez aussi ce que vous lisez dans les journaux, à la radio, ce que vivent les gens autour de vous, et voilà, et ça traverse, ça aussi, ça traverse mon écriture. Mais ce jugement dont je parle, c'est parce qu'il est très, alors pour le coup, emblématique de perception de mon travail. Mais je n'ai pas eu que celle-là. Mais celle-là, elle m'intéresse parce qu'elle percutait totalement, enfin, elle mettait en relief totalement ce qui se passe aussi dans la société française par rapport, j'ai envie de dire, à ce matériau-là, de l'histoire passée, et de ce qui agite aussi, de ce qui agite mes personnages. Hein. Alors, je dis d'ailleurs, je cite au début du livre une phrase de Toni Morrison qui dit les écrivains savent toujours à un certain niveau ce qu'ils font, c'est-à-dire que moi je ne crois pas à l'irresponsabilité de l'écrivain, hein, innocent, qui est bien entendu, on choisit nos mots, on donne des noms aux personnages et on renvoie quelque chose, on dit quelque chose on dit quelque chose du monde et de la société, voilà, y compris dans les espaces les plus intimes, c'est-à-dire comment les personnes communiquent ou ne communiquent pas entre elles. À propos, justement, vous citez Toni Morrison, on reviendra tout à l'heure sur les auteurs qui vous marquent. Et j'ai vu que vous, en exergue, vous citiez également Hannah Arendt, ce qui n'était pas dans votre premier texte à l'origine. Ça illustre très bien. On le lit. En fait, une vie sans parole et sans action. Une vie sans parole et sans action, littéralement morte au monde. Ce n'est plus une vie humaine, puisqu'elle n'est plus vécue parmi les hommes. Oui. Voilà. Et ce qui me semblait que j'ai eu affaire à ça, à ce challenge aussi de ne pas pouvoir vivre à l'écart, c'est pas vrai. Et bien évidemment, je suis responsable de mon écriture et j'accepte qu'on me dise que mon écriture est violente, parce que quand je renvoie des choses d'une vie qui est violente, effectivement, mon écriture aussi, elle participe. Et elle dit quelque chose aussi de la violence que subissent aussi les humains. Ouais. Certains, plus que d'autres, mais les humains. Hein. Alors, la question de la double origine, hein, c'est souvent une question que l'on pose beaucoup du reste en ce moment aux auteurs qui ont une double origine. Est-ce que vous la considérez comme une force, sans parler de ce terme employé par Édouard Glissant à propos du métissage, damnation, ou est-ce que vous la considérez plutôt comme une difficulté? C'est pas un confort, mais ça va le devenir quand tout le monde sera mélangé. Hein. Déjà, on peut se dire ça, et c'est quand même bien en voie. Hein. Et sinon, moi je pense que l'intérêt peut-être du métissage, c'est que aucune légitimité ne vous est donnée. Donc vous êtes toujours dans un mouvement, et dans une liberté. Mais voilà, il ne faut pas être non plus tout à fait angélique. Donc on peut très bien passer des épreuves. Voilà. Très bien. Alors venons-en à ces auteurs dont nous parlions tout à l'heure. On vient de citer Hannah Arendt, Toni Morrison. Vous citez Faulkner aussi, je crois, qui est un auteur qui a eu une grande importance dans votre vie. Vous le citez notamment son roman Tandis que j'agonise, le titre original en anglais. I lay dying, oui, tandis que j'agonise. Ouais. Et alors cela revient en votre mémoire. Et cela vous accompagne sur le chemin du columbarium quand vous allez, donc vous suivez la dépouille de votre mère. Faulkner. Oui, j'ai eu la chance d'avoir, c'était pas
courant à cette époque, quand j'étais au lycée, d'avoir un professeur de français qui nous a fait découvrir Le bruit et la fureur de Faulkner. Et puis après, j'ai lu tout Faulkner, Les palmiers sauvages, Lumière d'août. On parlait du métissage avec ce personnage de Lumière d'août. Et c'est une écriture dans laquelle qui m'a rappelé, dans laquelle tous mes... Voilà, les premières pages du Bruit et la fureur m'ont marqué. Et voilà, et en fait, ce livre, j'en parle là je parle aussi des palmiers sauvages parce que c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque de Nanterre et que je ne lui ai toujours pas rendu, et que je l'ai emprunté quand j'avais 15 ans, et je l'ai toujours. Comme je vais y retourner, peut-être que je vais rendre le livre. Et c'est un livre absolument magnifique, Les palmiers sauvages et le vieux père. Il y a deux textes, et Les palmiers sauvages. Donc Faulkner, mais pas que, Fanon, on en a parlé, on parlera tout à l'heure, de Toni Morrison, on vient d'en parler, et bien sûr, Kateb Yassine. Alors je vous propose d'abord, si vous voulez bien nous lire ce fragment consacré à votre rencontre avec Kateb Yassine, page 55. Oui. En 1988, je rencontre ce grand poète nord-africain. À l'époque, il a 60 ans, le double de mon âge. Un soir, entre la Santé et Sainte-Anne, on parle en marchant. Kateb Yassine est partout chez lui, et moi, une étrangère à Paris, une fille de la banlieue. Il me demande de lui parler de ma vie, de mon père. Il a bien connu cette génération de travailleurs immigrés algériens, comme on reconnaît ses frères, d'avoir partagé la même soupe claire, le litre de rouge sur un coin de zinc, pendant 30 ans, des années 50 aux années 70. Pour moi, il est cet écrivain qui n'a jamais pu déserter le monde, abandonner les gens, un homme de la vie. Le manque de pain, de justice, de liberté pour les autres le tenaille sans cesse. Il lui arrive de ne plus écrire. Cela lui vaut régulièrement d'insinuantes critiques sur son travail et des ennemis plus sérieux, crédibles. À un moment, il me demande où j'en suis de mon roman. Je lui réponds d'un ton las et lugubre que je suis arrêtée dans l'écriture. Il a un bref sourire et me donne ce conseil, simple et énigmatique à la fois. Sors, va dehors et marche, dans la rue, au milieu des gens. Marche le temps qu'il faut, tu verras comme tout s'éclaircit. Tu rentres, les mots sont là. Je l'ai écouté avec une attention intense, mais il a traversé la rue sans regarder. Je le retiens par le bras. Il s'interrompt, me jette un regard étonné et dit presque désinvolte. Tu sais, ils vont finir par m'avoir, ils me pousseront un jour, un soir, sous une voiture, ils veulent ma peau. Puis il continue à parler de la vie et de l'écriture en marchant, cet adolescent de Sétif qui ne s'est plus jamais laissé enfermer. Là, cette rencontre, ça commence à... Voilà, les choses commencent un peu en Algérie, puisque moi je l'ai rencontré, j'avais pas encore publié mon premier roman, j'ai dû rencontrer Kateb en 87, 86. Et en fait, non seulement il m'a donné ce conseil qui est vraiment très productif dans l'écriture, effectivement, quand on est enfermé, qu'on tourne en rond, et voilà, et de sortir et d'aller marcher. C'est presque un moyen technique, je vous assure. Mais c'est aussi lui, alors que je n'arrive pas à terminer ce premier roman, qui est un roman assez proche de mon histoire, même s'il ne s'agit pas d'une autobiographie, me dit va en Algérie. Il faut que je n'étais jamais allée en Algérie, il faut que tu ailles en Algérie. Et là aussi, tu verras. Tout va se dénouer et tu pourras terminer ton livre. Et donc j'y suis allée. J'ai fait ce voyage en Algérie pour la première fois en 88. Et en fait, Kateb n'a pas vu mon livre, il est mort l'été 89. Et le livre est sorti en août, il est sorti. Voilà. Et Kateb Yassine, c'est l'écrivain algérien sur lequel je me suis jetée quand j'étais adolescente. Et j'ai une préférence, j'aime Nedjma, mais j'aime beaucoup aussi le Polygone étoilé. Et j'ai une grande admiration pour l'homme. Et la phrase, quand il dit « ils me pousseront un soir sur une voiture », c'est que déjà, il est quand même assez menacé à cette époque en Algérie. Oui. Voilà. Donc, on va chacune vous lire
un extrait, on a du mal, hein, on a beaucoup de mal à choisir, il y en a beaucoup, que je voudrais lire. Je vais en lire un, et Tassadite 1, donc page 167. Page 167, on y arrive. Voilà. Alors, on évoque ici la douleur de remonter de la mémoire, douleur de la mémoire. C'est en lisant Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon que la douleur m'est revenue avec la mémoire. Cette dispute terrible entre mes parents. Je la situe 5 ans après la fin de la guerre d'Algérie, à Nanterre, où nous venons juste d'être réunis depuis que ma mère a obtenu un appartement HLM. Je dois avoir 6 ou 7 ans. J'en ai effacé les prémices, le motif, les détails, les mots sont là. Je me tiens debout. De l'autre côté d'une table, mon père lance le premier. « Sale race, vous les Français, ce que vous nous avez fait !» Et ma mère, aussitôt s'étranglant dans ses larmes, dit « Sale race, c'est vous les Arabes !» Après tout ce qu'ils ont enduré ensemble, je suis tétanisée. J'ai honte, j'ai peur, je me défais jusqu'à l'évanouissement. Autre remontée de la mémoire. Mon corps me dira encore qu'il y a une douleur. Au salon du livre du Mans, à la sortie de mon premier roman, on m'a juché sur un haut tabouret, au-dessus des badauds, avec un journaliste de France Culture qui m'interviewe, micro à la main, haranguant les gens qui passent à nos pieds. Voilà qu'il hurle soudain dans le micro. En octobre 1961, on a battu à mort et jeté dans la Seine des Algériens. Et le répète encore et encore. Les mots vibrent. C'est horrible et obscène. Dans les haut-parleurs au-dessus des têtes des promeneurs qui continuent d'aller et venir, sourds ou gênés. C'est comme une déflagration à l'intérieur de moi. Je n'arrive plus à tenir mon cou. Ma tête branle. Je tiens à peine assise. Lui ne se rend compte de rien. Vous lisez l'extrait que vous avez choisi ? Page 107. Ma mère l'a-t-elle su avant de s'en aller ? À la fin de l'été 2012, quelque chose m'est arrivé. J'ai reçu une phrase en plein visage. « De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. » C'est écrit noir sur blanc dans une correspondance moderne, un courrier électronique lu, relu, lu et relu. De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Dans les jours qui suivent, ces mots dégorgent leur suc, m'obsèdent. J'ai compris cette phrase instantanément, physiquement, comme un coup donné au plexus. La bouche ne prend plus assez d'air. Je suis sonnée. Semaine après semaine, c'est comme si l'astre du néant lui-même pénétrait lentement avec ses rayons secs et froids mon intérieur, mon sang, mes organes, ma rate, mon cœur, sans trouver de résistance. Tes livres, tous les personnages de ton œuvre tendent à exprimer un malaise identitaire qui signifie ou réfléchit un corps social, le pays, malade de son histoire, coloniale, migratoire. Mais je ne vois pas que tu nous en désignes l'issue. Signifie à Paris, par qui de droit ? Je me représentais aussitôt mes livres posés entre les gens et le monde, les empêchant d'oublier pour avancer, vivre, rêver, se réjouir, insistant, menaçant. De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Cette phrase, ces mots infiltrent mes assises, fragilisent mes pas et mes mouvements dans la ville. De jour en jour, mon univers se démaille. Je lutte. Fissure, fêlure, faille. Se figurer un îlot battu par les flots, le blason incarné de ma ville. Ne vais-je pas sombrer à un moment ? De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Je veux comprendre. Je vais penser. Il faut répondre. Mais chaque fois que je prends un stylo pour écrire, j'entends. Tu ne nous désignes pas d'issue. À quoi nous sers-tu ? Tais-toi. Je vais répondre. D'abord comprendre. Il faut penser. Comment penser sans écrire ? Lorsque j'écris, je ne calcule pas le lecteur, c'est vrai.
Je ne pense pas à sa santé, à son bien-être, à son moral. Son visage est flou, innombrable. De livre en livre, tu ne me désignes pas d'issue. Ces phrases me hantent et me sidèrent. Are you talking to me? Bredouillai-je, comme devant sa glace, le héros de Taxi Driver, revenu traumatisé d'une sale guerre, le Vietnam, qui rendit longtemps malade l'Amérique, mais pas tous les Américains. Ainsi, le pays serait malade de son histoire coloniale, migratoire. Les temps sont lourds, troublés, incertains, les gens tendus, inquiets, ça se sent. Alors, ils croient qu'ils ne savent plus qui ils sont, avec qui ils vivent et où ça va, tout ça. Je vois. Parfois, c'est comme si tout autour de nous se souvenait, n'est-ce pas? On attendait d'elle, on attendait quelque chose de moi. Une autre histoire que je fabrique avec des mots meilleurs, d'autres voix et d'autres visages, un nouvel espoir, synthétique ou recyclable. Ce que je vois, c'est ce petit train de l'inconscient collectif toujours en route vers le passé qui cible encore aujourd'hui mon paysage natal, la banlieue, les cités, à cause des origines assignées à mes personnages. Et alors l'école? Elle leur a bien appris à lire et à écrire, non? Oui. Avec ou sans foulard? Moi non plus. Et à notre République, ont-ils pensé à dire merci? Oui. Et non. S'il faut vraiment parler du cas de l'auteur, ce n'est pas grâce aux institutions, mais à la rencontre d'une poignée de francs-tireurs que je dois d'avoir eu le désir et la force d'exprimer, de croire en moi et en les autres. L'école qui m'a faite était ouverte sans condition. Dans les livres, on voit mieux de l'intérieur ce qui remue l'espèce humaine, loin des ondes radiophoniques rapides et des images qui se suivent sur les écrans, au calme. Un roman qui se passe dans une cité de banlieue ou au fond de la campagne fait voir la vie, connaître les humains, en su ou pas de la flore et de la faune locale, à l'insu de l'écrivain même. Moi, j'ai écrit pour avoir mon paysage personnel, sans panneaux et sans clôture, du hors-sol et du hors-sang, ouvert à ceux qui veulent bien entrer. Le seul risque encouru pour celui qui passe le seuil d'un roman, c'est de vivre avec les personnages. Magnifique, merci. Merci. Peut-être avez-vous des questions, des réflexions, des sentiments? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'identité humaine, en fait, à travers donc, tous mes personnages. Voilà, donc c'est vrai que très vite, j'ai quand même évacué cette question de... J'ai essayé d'y réfléchir, j'y ai passé un petit peu de temps parce que j'ai été surprise de me découvrir d'un seul coup. J'écrivais, alors j'étais pas dans une tour d'ivoire, mais c'était qu'on m'ait renvoyé... alors autant je trouve que dans l'écriture, c'est une étrangeté d'écrire quand même, hein, par rapport à vivre, et ça c'est sûr, mais de vivre, qu'on me renvoie... c'est-à-dire que c'est comme si je m'étais signalée brusquement comme étrangère, c'est-à-dire qu'on m'a vue d'un seul coup comme une étrangère, moi, mes livres et moi, et j'ai pas pu, voilà, ça je l'ai vécu vraiment, je veux dire que je l'ai expérimenté, donc comme si j'avais pu être à l'abri à cet endroit-là, parce que dans la société, je sais ce que c'est. Bon, il se trouve que moi, mes origines, effectivement, alors mon père n'est pas écrit sur ça, c'est pas visible sur ma figure, mais voilà, mon nom que j'ai tenu à garder, j'ai gardé le nom de mon père, j'ai un prénom aussi très caractéristique, et finalement, je disais, mais dans la société française, je ne peux pas dire, je ne veux pas dire que j'ai vécu des situations que peuvent vivre ceux qui affichent des origines maghrébines, surtout dans ces années-là. Hein, et encore, je ne me confonds pas avec la génération de mes parents, qui ont vécu des choses, de mon père, qui a vécu des choses vraiment très très dures et très violentes. Hein. Excusez-moi, vous voyez, dès que je dis des choses trop personnelles, voilà, je me censure moi-même, donc je perds le fil. Mais non, c'est aussi par rapport à ce que monsieur a dit auparavant, effectivement, moi, ce qui m'a intéressé de creuser, c'est en quoi cette lecture de mon travail, qui était de toute façon une lecture qui était très, très étriquée, parce que je n'ai pas l'impression d'écrire sur l'histoire coloniale, hein, vous voyez, et pour moi, mes personnages n'étaient pas des malades. En
Enfin, vous voyez, il y a tout ça que j'ai pris de vrai, mais il y a quelque chose qui était très fort et qui était très juste, parce que c'est quelqu'un qui connaissait bien mon écriture et mes livres. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a donc quelque chose de l'ordre d'une tristesse, alors que j'estime que j'ai une écriture assez forte, il y a quelque chose qui a été débusqué, là. Et en fait, qui m'est reproché dans... voilà, et peut-être que l'écrivain, oui, c'est vrai qu'on est à une époque aussi où on demande aux écrivains de réconforter, de plaire, de distraire, et même dans la catégorie subversive, il y a des choses quand même qui sont très convenues. Il ne s'agit pas de donner de tout envoyer non plus. Mais en tout cas, ça m'a atteint parce que j'étais aussi en tant que citoyenne et dans la vie, dans la société de ce qui se passait dans notre pays, j'ai commencé à m'inquiéter pour mes enfants. Je vous l'avoue, moi, mes enfants, je leur ai donné des prénoms voilà, j'ai envie de dire pour effectivement que la trace de ce grand-père, ce lien affectif à mon père. Donc mes enfants n'ont pas des prénoms français. Ils ont des noms de famille de leur père, mère français, mais voilà, ils ont et je me suis questionnée si j'avais bien fait. Et je m'en suis beaucoup voulu d'avoir pensé ça et ressenti ça aussi. Et je me suis, à travers mes enfants, c'est aussi les jeunes de ce pays. Surtout quand on baignait dans ces discours permanents. Vous ouvrez la radio, la télé, voilà. Et je me souviens surtout de cette violence, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais quand on a eu tout ce discours sur on a subi l'immigration, maintenant on va choisir parce qu'on les a tellement subis. Et pour illustrer ces propos, on passait aux journaux télévisés, on voyait, pour illustrer les propos des journalistes qui répétaient ce que disaient les politiques, on voyait des jeunes dans les quartiers, on voyait... Et je me disais, mon Dieu, on voyait des jeunes d'Afrique subsaharienne ou de Noirs, Arabes, etc. Et il y avait ce discours. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? Vos pères, vos grands-parents, c'était d'une violence. Pas tous les politiques. Non, pas tous. Bon, voilà. Ceux qui avaient... Ceux qui étaient vraiment dans les médias, et d'ailleurs ça s'est un petit peu aggravé, je trouve, peut-être que les autres, on ne les entendait pas. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée et questionnée. Voilà. Et donc... mais il y a des choses qui concernent l'écriture et pas du tout... Et chaque fois, je me dis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'écriture. C'est pas seulement l'histoire, la mémoire, et aussi faire son devoir, par exemple. Parce que c'est vrai que je me suis... Voilà, il y a peut-être ça aussi, par rapport à être libre, la liberté de l'écrivain aussi, par rapport à la fiction. Voilà, c'est comme si j'avais eu aussi ce devoir d'inscrire ces visages-là, ces noms, ces fragments de vie qui ont... Voilà, merci. Merci à vous tous, merci pour vos questions. Nous allons nous retrouver comme d'habitude, donc à l'étage au-dessus. Si vous voulez rencontrer... Et merci à la CB. Voilà, merci à vous, Tassadit.